Vus du ciel, les pitons volcaniques de la Réunion dominent de leur masse noire et mystérieuse tout l'ouest de l'océan Indien. Le plus haut d'entre eux, le Piton des Neiges, s'élève à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est lui qui a façonné les contours acérés de l'île de la Réunion, avec son frère, le Piton de la Fournaise. En longeant la côte sous le vent, s'ouvre le territoire du Sud sauvage. La mer y est ici une affaire de connaisseurs, égard à ceux qui ne la respectent pas. À Saint-Philippe, les vagues tumultueuses qui balaient le petit port en basalte veillent sur la mémoire du Warren Hastings, un géant de métal venu se fracasser à la fin du 19e siècle sur les roches volcaniques de l'île. Laurent Ouareau est historien pour la confrérie des gens de la mer. Depuis plus de 15 ans, il parcourt l'île à la recherche des événements qui ont fait l'histoire maritime de la Réunion. Le naufrage du Warren Hastings est certainement le plus remarquable. On est sur un paysage qui est particulier, on est sur une marine, qui est la marine de Saint-Philippe. Alors avec une configuration géographique sous forme de langue de lave que les gens ici appellent des quais, souvent, qui s'avancent en l'air. Et une zone en fait qui, malgré sa vocation maritime, n'a pas de lumière, n'a pas de feu, etc. Il faut s'imaginer qu'on est vraiment dans un espace de nuit noire. En provenance d'Afrique du Sud, le vapeur de 4000 tonnes et de 110 mètres de long transporte 1262 passagers anglais, des militaires pour la majorité. Ils doivent se rendre à Bombay en Inde pour relever un contingent de soldats déjà en poste depuis plusieurs mois. En cette nuit de janvier 1897, des trompes d'eau s'abattent sur le navire. La visibilité est quasiment nulle. Et le bruit assourdissant de la pluie qui frappe la coque métallique du Warren Hastings masque le fracas des vagues, annonçant la côte rocheuse. Le commandant pense être à ce moment-là bien au sud de l'île de la Réunion. Le naufrage arrive à 2 h du matin. Le bateau va heurter, en fait, va venir vraiment s'encastrer en fait, sur les langues de terre, de lave qui s'avancent dans la mer. Ce qui va provoquer des voies d'eau, évidemment, mais ce qui va en même temps sauver le navire. En perdition sur un haut fond à quelques dizaines de mètres de la côte, le commandant ordonne de pousser les moteurs à fond, droit devant. Une manœuvre risquée, mais qui va permettre au Warren Hastings de venir s'encastrer sur la côte volcanique. Le bruit assourdissant réveille les habitants de Saint-Philippe, qui se précipitent sur la grève. À leur arrivée, il n'y a pas un cri, pas même un appel de détresse. Les habitants de Saint-Philippe hurlent et agitent leurs lanternes. Soudain, un coup de clairon retentit enfin sur le navire. Il faut s'imaginer que l'avant est surélevé et en fait on a la possibilité soit de descendre des échelles de cordes, soit des cordes, soit d'ouvrir les écoutilles pour pouvoir passer en fait sur le niveau de la langue de terre du quai qui s'avance ici. En fait, ils ont qu'à suivre finalement le chemin qui est tracé par les quais pour arriver en fait jusqu'à la côte de l'autre côté. Donc c'est relativement, ça se passe plutôt dans de bonnes conditions parce qu'en fait tout est en place et puis on est sur quand même une troupe militaire, donc on a une organisation, une discipline qui aide aussi à ça et qui fait que voilà, cette configuration-là, la présence des quais fait qu'on peut finalement sauver pratiquement l'intégralité des passagers du bateau.
Un naufrage qui ne fera finalement que 2 morts. Pris de panique, les malheureux ont sauté à l'eau et se sont noyés. À 5 heures du matin, les rescapés auront tous débarqué, accueillis par les habitants de Saint-Philippe. Transportés jusqu'à la pointe des galets, les naufragés quitteront l'île de la Réunion à bord d'un autre vapeur, direction le Royaume-Uni. Aujourd'hui, l'épave du Warren Hastings repose par 15 mètres de fond, à quelques dizaines de mètres du rivage. De nombreuses pièces du navire sont encore là. Il faut dire que la plongée sur l'épave est dangereuse. Les courants y sont violents. L'imposante chaudière est toujours présente. Ainsi qu'une hélice qui laisse imaginer la taille du navire. Depuis les années 80, les habitants de Saint-Philippe, comme Raphaël, aident Laurent à récolter témoignages et objets de ce naufrage. Un travail long et difficile pour que l'histoire du Warren Hastings ne se perde pas. Et du coup, sous l'eau, il ne reste plus non plus d'éléments qui ont glissé, cassés. Il doit rester encore quelques hublots, mais qui sont tordus sous l'eau avec la mer. Donc ça. Et là, il n'y a pas le verre encore. Oui, il n'y a pas le verre encore. Donc avec un verre qui devait faire 3-4 cm d'épaisseur. Ça devait être un duo. Et les autres au-dessous étaient un peu plus faibles, les hublots du bas. Le hublot, il est intéressant comme pièce parce que du coup, il permet un rapport de proportion. Donc il donne un peu une échelle. Donc là, on est sur un point comme ça, donc on ramène à ça. Donc effectivement, c'est une masse de métal, mais tout en métal, quoi, hein, c'est-à-dire des hublots en cuivre au laiton et la coque en elle-même en fer, en acier. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant d'un point de vue de la longueur, quoi. Ça renvoie vers des tailles qui sont assez impressionnantes en termes de structure pour un quartier comme Saint-Philippe aussi, qui n'a pas l'habitude de faire un bateau comme ça passer, quoi. À Saint-Philippe, comme à l'époque du Warren Hastings, les seuls bateaux que l'on continue de croiser sur l'eau sont des barques de pêcheurs. Il faut avoir le cœur bien accroché pour tenter sa chance sur cette côte sauvage. Ça, c'est le quotidien. C'est quand ils pêchent, ouais. Pour la plupart, pour les pêcheurs historiques, tout ça, c'est ça. C'est le sud sauvage. Ah, donc ça, on comprend le sens ici. Sauvage sur la terre, sauvage sur la mer. Voilà. C'est le forçat de la mer, quoi. Hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment le. Déjà, bon, vous voyez, on ne peut pas embarquer non plus beaucoup de monde. Il faut 2 personnes, 3 maxi sur une barque. Et après, il y a une gestion collective. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait... on fonctionne encore avec des solidarités de village qui permet de mettre les bateaux à l'abri, etc. Voire les remonter plus loin quand la mer est mauvaise, quoi. La mise à l'eau de l'embarcation est délicate.
Il convient de savoir lire la houle et la vague qui casse sur la roche volcanique pour lancer la barque au bon moment. Habituellement, il faut 6 à 8 pêcheurs pour mettre un bateau à l'eau et plus d'une douzaine pour le sortir de l'eau. Les pêcheurs de Saint-Philippe ne prennent la mer que 80 jours par an environ, quand la météo est clémente. Car ici, la falaise de lave tombe 15 mètres plus bas dans une mer toujours déchaînée et blanche d'écume. Pendant que les hommes sont en mer, les femmes de Saint-Philippe travaillent le vacoa, un arbre aux racines aériennes qui a la particularité de pousser sur les coulées du volcan. Pandanus utilis, de son nom botanique, est en fait une plante endémique de l'île Bourbon. Elle protège les cultures côtières de la vigueur et de la salinité des embruns. C'est sur la promenade qui longe la côte que nous retrouvons Haïdé Orange et son groupe de tisseuses de vacoa. Alors les filles, on va passer dans le champ, on va récupérer les feuilles qu'on peut travailler. Ça craque, hein? Il n'y a pas beaucoup, hein? C'était plutôt sèche. Tu vas quoi là-bas? Il y en a? Ouais. On nous ramasse les feuilles les plus rouges et les plus frais. On cherche aussi la longueur de la feuille, avec laquelle on peut faire un grand objet, et puis la couleur avec laquelle on peut mélanger. Hein? Là, ça, c'est une couleur différente. Elle est plus petite, mais la couleur est différente. Elle est un petit peu plus claire ici et plus sombre ici. Avec ça, on va mélanger, on va faire des petits sets de table, ou des gigognes, ou bien des petits porte-monnaies. Ça donne une couleur assez importante dans le travail. On coupe le bout ici, parce que c'est dur, on ne peut pas travailler, et on coupe le bout ici. Là. Et ensuite, là, on enlève les épines. Là. On fait en lanière selon l'objet qu'on veut fabriquer. Hein. Si on veut fabriquer des petits, on fait en petite lanière. Et si on veut fabriquer des plus gros objets, on fait en grosse lanière. Ouais. Ça, c'est pour commencer le travail. Et après ça, assouplir, et puis après, on commence à travailler. Et vous pouvez tirer dans tous les sens, ça ne va pas casser. Voilà. C'est pour ça qu'on peut tirer dessus quand on travaille. Et puis, bon, elle est résistante. Gardienne du savoir-faire lointain des tresseuses du Sud sauvage, Haïdé redonne vie à la tradition et fabrique depuis plusieurs années maintenant paniers, sacs à dos, nattes et chapeaux, mais aussi les incontournables balles en vacoa pour vendre les litchis. Des objets pratiques, solides et écologiques. Maintenant, on ne donne plus les sacs plastiques dans les grandes surfaces. Et les gens, maintenant, ils se rabattent sur les sacs en vacoa, les tentes et tout ça pour aller au marché. Et bien, c'est mieux. Comme ça, il n'y aura plus de sacs plastiques dans la nature. Ma maman, elle faisait. Mais elle ne m'a pas appris, parce qu'elle trouvait que ce n'était pas un travail vraiment pour apprendre les jeunes. Avant, c'était plus pour... comment on dit, pour avoir une petite monnaie de poche pour les fins de mois, pour les enfants. Mais moi, quand j'ai appris, j'ai trouvé ça vraiment bien et voilà, j'ai continué. Il doit avoir un petit avenir quand même dans le vacoa. Ça promet bien. Vu l'étape où on était au début et ce qu'on est devenu actuellement, ça a bien évolué. Donc je pense qu'au fur et à mesure, dans le temps, ben ça peut rapprocher à quelque chose. Ou bien on fait des métiers pour les jeunes aussi. Voilà, il faut aller dans l'espoir de voir plus loin que rester sur vraiment de dire, bon, ben c'est comme nous, on faisait pour arrondir les fins de mois. Ben, il peut créer des ateliers, exporter, vendre en quantité, et puis avoir un salaire au bout. Et puis en faire le propre métier.
Haïdé a su, avec quelques femmes de Saint-Philippe, relancer l'artisanat à base de vacoa et ainsi créer une nouvelle activité pour les jeunes de la commune. Les pêcheurs, eux, et notamment les jeunes, ont dû s'exiler vers Sainte-Rose, là où les conditions de pêche sont plus faciles. À Saint-Philippe, il ne reste plus que les anciens. À monter un peu de poisson au rouge, hein. Le meilleur poisson de Saint-Philippe, le meilleur poisson de l'île. Allez, serré. Voilà, c'est impossible. Ces anciens continuent tant bien que mal à perpétuer la tradition de la pêche. Ceux qui ont aidé à remonter la barque vont repartir avec quelques poissons. C'est pas facile, la vie est pas facile. On gagne pas sa vie là-dedans. Non. Surtout maintenant, comme c'est des barques plaisances, mais anciennement, comme c'était, il fallait payer le rôle et tout, il fallait déclarer votre barque et tout. Si on attrape le poisson comme ça une journée, on mange quoi là? Je trouve un carré. On ne gagne pas de l'argent, quoi. Ça, c'est un capucin et ça, c'est un cardinal. Et je vais les cailler, mettre dans mon congélateur. Oui, quand la mer est mauvaise. En hiver, quand il n'y a pas de poisson, j'ai mon carré à manger. Si les enfants y arrivent, ben, papa dit est-ce qu'il y a un petit carré? Oui, il y a un petit carré. C'est ça l'ambiance. Mais une question subsiste. Comment le Warren Hastings, un navire aussi moderne, avec un équipage aussi aguerri, a-t-il pu se perdre à ce point et s'échouer sur les quais de lave de Saint-Philippe? Le commandant, quelques heures avant le naufrage, avait écrit sur son livre de bord que tout avait commencé à se gâter pour son navire et ses passagers lorsque le compas magnétique du bord s'était mis à dysfonctionner. La nuit était encore claire et le vent n'était pas encore monté. Mais il est établi qu'en janvier 1897, une éruption était bien en cours sur le piton de la Fournaise, à quelques kilomètres du lieu du naufrage. Une telle activité sismique a-t-elle pu influencer le fonctionnement des appareils de navigation du Warren Hastings? Pour tenter de trouver une réponse à cette question, nous prenons la piste, direction le sommet du volcan en compagnie d'Aline Pelletier. Elle est vulcanologue et directrice de l'observatoire du Piton de la Fournaise. Depuis une dizaine d'années, elle observe et analyse les moindres soubresauts du volcan. Au début de l'observatoire, on avait un réseau de surveillance du champ magnétique sur le volcan, donc sur le cône terminal qu'on a ici. Et donc on a remarqué que pour les éruptions, on va dire classiques du Piton de la Fournaise, comme celle qui avait lieu lors du naufrage du bateau, on avait une petite perturbation effectivement du champ magnétique. Il faut savoir que cette perturbation était de l'ordre de 5 à 10 nanotesla, donc extrêmement faible sur un champ qui fait ici 35 000 nanotesla. Donc de là à savoir si ceci était suffisant pour perturber des appareils de navigation, là, on peut émettre un petit doute. Un doute qui persiste et qui ne sera jamais levé. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Au cours des 10 dernières années, il est entré en éruption à une quinzaine de reprises. Et en moyenne, il explose tous les 8 mois depuis 1640. Pour surveiller son activité, Aline relève plusieurs types de données. La sismicité de la zone, la déformation du cône du volcan et les émanations de CO2.
On s'est rendu compte qu'avant les éruptions, on avait une chute de la concentration en CO2, puisque lors de sa remontée, le magma va dégazer. Et le CO2 est un magma qui dégaze à grande profondeur. Et lorsqu'il remonte, on va avoir une concentration qui va diminuer au cours du temps. Donc là, depuis quelques jours, on a une reprise de l'activité au niveau du volcan avec une sismicité et une déformation du volcan, un gonflement du volcan. Et donc là, on va tester, on va surveiller, voir si on a cette baisse de CO2 qui serait donc en accord avec les transferts qu'on voit actuellement avec les autres signes précurseurs. En d'autres termes, si le taux de CO2 baisse significativement, l'éruption est proche. Mais à la différence de la montagne Pelée sur l'île de la Martinique, le piton de la Fournaise ne présente pas de risque d'éruptions explosives. C'est un volcan de type hawaïen, avec des coulées de lave liquide spectaculaires. Depuis les premiers explorateurs, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, donc il y a beaucoup d'expéditions qui ont été faites sur le volcan et qui ont reporté régulièrement donc, une activité plus ou moins continue sur le volcan. Et lorsque l'on regarde ces récits historiques et que l'on compare avec l'activité actuelle, on voit que c'est un volcan qui a toujours été très très actif, avec même des périodes d'activité permanentes, avec des lacs de lave qui ont duré pendant plusieurs années au sommet. En fait, on a plusieurs zones d'éruption. Donc, il y a bien sûr le cratère principal donc, au sommet. Et ça représente entre 20 et 30% des éruptions. Mais la plupart du temps, les éruptions ont lieu sur le flanc du cône terminal, à sa base, ou voire même plus loin. Donc, vous voyez ici tous les petits cônes récents qui sont sur ce qu'on appelle des rift zones, qui sont des axes principaux de faiblesse où le magma s'injecte et où le magma sort pour donner des éruptions. Sur le piton de la Fournaise, l'activité volcanique est partout. Parfois même là où on ne s'y attend pas.